Aux obsèques de ma mère, mon beau-frère m'a attrapé le poignet et m'a exigé les clés de sa maison. Je lui ai dit que maman avait déjà réglé ça ce matin. Il a ri, jusqu'à ce que je lui fasse écouter les 47 dernières secondes de son dernier message vocal. C'est alors qu'il a tenté de m'arracher mon téléphone. La camionnette du serrurier tournait encore au ralenti dans l'allée de ma mère. Lorsque je suis arrivé du cimetière, ces feux de détresse orange clignotant sur la chaussée mouillée. Je suis resté assise derrière le volant pendant 10 bonnes secondes, avant de comprendre ce que je regardais. Kyle se tenait sur le perron dans son costume d'enterrement, tendant une carte de visite à un homme en polo gris, et pointant la porte d'entrée du doigt, comme on donnerait des indications pour sa propre maison. Ma mère était sous terre depuis exactement 90 minutes. Je ne savais pas encore que la femme qui attendait sur le siège passager du serrurier travaillait pour un comptoir de chèques de ville plus loin, ni qu'un message vocal de 47 secondes, laissé sans réponse sur mon téléphone, allait avoir plus d'importance que tout ce que nous pourrions dire sur ce perron. Je me rendais chez ma mère presque tous les jours depuis près de 2 ans déjà. Depuis que son diagnostic, d'abord, on l'a pris à temps, s'était transformé en 6 mois, peut-être moins. Je travaillais comme kinésithérapeute dans une clinique externe à 20 minutes de là, et j'avais réorganisé mon emploi du temps 2 fois en 8 mois, pour pouvoir être présente les jours de perfusion, puis à nouveau, quand les jours de perfusion étaient devenus tout simplement des jours. Johann Voss avait épousé mon beau-père, Walter, quand j'avais 11 ans. À la mort de Walter, il y a 6 ans, la maison de la rue Avril était revenue de droit à ma mère, intégrée dans une fiducie que Linda avait rédigée à l'époque. C'était un fait que Kyle n'a jamais vraiment accepté, même s'il était déjà un adulte, avec son propre appartement depuis une décennie. Il ne venait lui rendre visite que 2 fois par an environ, pour les anniversaires et pour une heure rigide à Thanksgiving, jusqu'à ces derniers mois, où il a commencé à débarquer avec des fleurs, de précieux plaids et une nouvelle habitude de lui demander gentiment si elle avait réfléchi à la maison. C'était toujours formulé comme s'il s'inquiétait pour elle, et jamais comme s'il voulait quoi que ce soit. J'avais appris par cœur les rythmes de cette dernière année. Sa tasse bleue ébréchée, rincée et posée près de l'évier, le chien du voisin qui aboyait à 4 heures de l'après-midi comme une horloge, sa liste de courses à moitié terminée sur le comptoir, des œufs, du bon café, appelé Linda. Car écrire plus de 3 articles à la fois avait commencé à l'épuiser. 6 semaines avant sa mort, Kyle était arrivé sans prévenir avec un sac Home Depot, prétendant qu'il réparait la rambarde du perron, et avait passé 40 minutes seul dans la maison pendant que je courais à la pharmacie. J'ai trouvé une pile de son courrier bancaire ouverte sur le comptoir ce soir-là, rassemblée par un élastique, comme si quelqu'un l'avait triée. Lorsque je lui ai posé la question, elle a simplement répondu que Kyle l'aidait à rester organisé, puis elle a changé de sujet. J'ai laissé tomber. Je me suis dit que ce n'était rien, un homme adulte devenant enfin attentionné au pire moment possible. Linda Kessler était l'avocate spécialisée en succession que ma mère consultait depuis plus de 20 ans, depuis le testament de Walter. Au cours du dernier mois, les visites de ma mère au cabinet de Linda étaient passées d'1 fois par an à 3 fois en 5 semaines, et quand j'ai demandé pourquoi, elle s'est contentée de me tapoter la main en disant « Des démarches administratives, ma chérie ». D'une voix qui ne ressemblait pas du tout à des démarches administratives. Je me rappelle encore le mardi exact où elle m'a annoncé que le diagnostic avait changé. Elle avait préparé du thé qu'aucune de nous n'a bu, posé 2 tasses, la sienne ébréchée, la mienne non, et m'avait révélé les chiffres avant même que je me sois assise. Comme si retirer le pansement d'un coup sec était une marque de gentillesse. Elle s'est excusée, ce jour-là, pour ce que l'année à venir allait me coûter. Les heures, le sommeil, et cette fin de vingtaine que je ne récupérerai jamais. Je lui ai dit d'arrêter de s'excuser d'être malade. Elle a ri, en disant que c'était exactement le genre de choses qu'elle m'avait élevé à dire.
Je pense plus à ce mardi qu'à l'enterrement. Ce sont les jours ordinaires qui restent. Le temps que je réussisse à faire partir le serrurier, en lui expliquant calmement que la femme debout à côté de moi détenait la seule clé qui comptait. Et qu'il pouvait facturer qu'il avait appelé, la maison s'était remplie d'eux. Proches jonglant avec des assiettes en carton garnies de sandwichs. Kyle m'a coincé près du vestiaire, avant même que j'aie pu retirer ma veste. Il faut qu'on parle de la maison, a-t-il dit. Pas de, je suis désolé pour ta perte. Pas de, comment tu tiens le coup? Juste ça. Kyle, elle est morte depuis 2 heures. C'est exactement pour ça qu'il faut en parler maintenant, avant que ça ne vire au cirque. Il m'a attrapé par le poignet, pas très fort, mais suffisamment pour que mon estomac se noue et que quelques têtes se tournent près du saladier de punch. C'est moi la vraie famille ici, Dana. Le vrai fils. Je ne vais pas rester là sans rien faire pendant que tu joues à la dinette avec quelque chose qui ne t'a jamais appartenu. J'ai dégagé mon bras. Mes mains tremblaient, et je détestais qu'il puisse le voir. Maman a déjà réglé ça ce matin, ai-je dit. Avant de mourir? A-t-il ri? Un rire court, laid et sec. Le genre de rire destiné à résonner dans toute la pièce. Régler ça? Comment? Elle n'avait pas de rendez-vous pour son testament ce matin, Dana. Elle avait rendez-vous à 9 heures avec les soins palliatifs. Je ne lui ai pas répondu par des mots. J'ai sorti mon téléphone, cherché le message vocal que ma mère m'avait laissé à 8h14 ce matin-là, un message qu'elle avait laissé, m'a dit plus tard l'infirmière des soins palliatifs, 20 minutes avant de perdre la force de faire des phrases complètes. Et j'ai appuyé sur lecture, là, juste à côté du vestiaire, assez fort pour que toute la pièce puisse l'entendre. Dana, ma chérie, c'est maman. Je veux que tu saches que je l'ai fait. Les papiers qu'on a signés avec Linda ce matin, à la maison. C'est fait. C'est déposé. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais je ne voulais pas que tu portes ce poids. Je t'aime. Je suis tellement fier de. Le message s'est coupé brusquement. 47 secondes exactement. Daté de 8h14, le matin même de sa mort. Pendant une seconde, le visage de Kyle a pris la couleur des assiettes en carton. Puis, quelque chose en lui s'est ressaisi, et le rire est revenu, plus nerveux cette fois. Ce n'est pas un testament, a-t-il dit. Ce n'est rien du tout. C'est juste une femme malade qui délire dans un téléphone. Tu crois qu'un message vocal tient la route devant le tribunal des successions? Il a tendu le bras vers mon téléphone, rapidement, et j'ai reculé si vivement que j'ai renversé une photo encadrée sur la table basse. Donne-moi ça. Efface. Ça. Ça ne prouve rien, à part qu'elle était confuse à la fin, et tu le sais très bien. Ne me touche plus jamais, ai-je dit, et pour la première fois de ma vie, mon beau-frère m'a regardé comme s'il était en train de calculer quelque chose. La pièce était devenue étrangement silencieuse autour de nous, de cette manière particulière dont une pièce se tait quand tout le monde fait semblant de ne pas écouter. Quelqu'un avait laissé un plat à gratin à moitié découvert sur le comptoir derrière moi, le papier d'aluminium rebroussé, la vapeur s'en élevant. Encore comme si rien n'allait mal dans le monde. Le bambin de ma cousine pleurait quelque part près de l'escalier. Oncle Ray s'est raclé la gorge un peu trop fort, et a demandé si quelqu'un voulait encore du café, et 3 personnes ont répondu oui en même temps, reconnaissantes d'avoir autre chose à dire. Je me tenais là, dans la cuisine de ma mère, le poignet encore légèrement douloureux, tenant un téléphone où la voix de ma mère décédée était encore chaude, et j'ai compris, de manière distantée, clinique, que tout ce qui allait se passer ensuite entre Kyle et moi ne serait pas insignifiant, et ne serait pas rapide. Le lendemain matin des obsèques, ma tante Colette m'a appelé avant 9 heures. La voix déjà prudente, ce qui m'a fait comprendre que Kyle l'avait contacté en premier. Il dit que tu l'as humilié devant toute la famille, a-t-elle dit?
en faisant écouter un enregistrement et en brandissant ton téléphone comme dans un drame judiciaire. Dana, cet homme vient de perdre la femme de son père. Est-ce que ça ne pouvait pas attendre? Je me suis dit qu'elle n'avait tout simplement pas encore une vision globale de la situation, et que lorsqu'elle comprendrait ce que ce message vocal signifiait, réellement, elle verrait les choses différemment. Je suis allé chez ma mère cet après-midi là pour commencer à trier ses affaires, et j'ai trouvé la voiture de Kyle déjà garée dans l'allée. La porte d'entrée n'était pas fermée à clé. Il était dans le garage avec 2 des cartons de déménagement que j'avais aplatis et laissés près du recyclage, en train de charger la vieille boîte à outils de Walter et un ensemble de meubles de jardin dans le coffre de son SUV. C'était à mon père, a-t-il dit, avant même que je puisse poser une question. Personne ne m'empêchera de prendre les outils de mon propre père. Personne ne t'empêche de prendre quoi que ce soit, Kyle. La prochaine fois, demande-moi. Au lieu d'entrer quand je ne suis pas là. Ce n'est pas comme si les serrures étaient neuves, a-t-il rétorqué, en me souriant comme si c'était une plaisanterie entre nous, plutôt qu'une menace. Je l'ai regardé partir avec une camionnette remplie de choses qui n'étaient pas, strictement parlant, uniquement à Walter, une tondeuse à gazon que ma mère avait achetée 2 ans après la mort de Walter, une échelle avec ses initiales inscrites au marqueur sur le manche. Mes mains tremblaient à nouveau au moment où je suis rentré à l'intérieur, et je suis resté debout dans la cuisine pendant une longue minute, à me répéter que ce n'était que le chagrin qui le rendait rapace, et qu'une fois que la succession aurait réglé le sort de la maison, le reste n'aurait plus d'importance. C'était la première des nombreuses fois où je me répéterais cela, et la première des nombreuses fois où j'aurais tort. 2 jours plus tard, un coursier a livré une enveloppe à mon appartement, une contestation d'urgence de la succession, déposée par un avocat nommé Grant Michelson au nom de Kyle, demandant au tribunal d'ignorer toute modification orale ou enregistrée prétendue du testament, la qualifiant d'ouï dire juridiquement nulle. Le document comptait 9 pages, dense, truffé d'expressions comme intention testamentaire prétendue et capacité diminuée de la défunte dans la période finale. Et quelque part à la page 4, Grant Michelson avait écrit que je m'étais emparé de l'ultime déclaration confuse d'une femme en deuil pour fabriquer une réclamation contre un héritier légitime. J'ai lu cette phrase debout dans ma cuisine, mon manteau encore sur le dos, la gorge si nouée que j'ai dû poser les feuilles et me éloigner une bonne minute avant de pouvoir les reprendre. Ce n'était pas le jargon juridique qui me touchait, c'était de voir ma mère et moi traités de confuses, par un homme qui savait exactement ce qu'elle avait voulu dire. Je suis resté assise à la table à le relire quand même, mon café refroidissant, en me disant que ce n'était que Kyle égal à lui-même, la cupidité déguisée en chagrin, rien de plus. J'ai appelé Linda Kessler cet après-midi-là. J'ai besoin de savoir ce que signifiait ce message vocal, lui ai-je dit. Qu'a-t-elle réellement signé ce matin-là? Il y a eu un silence au bout du fil, qui ne m'a pas plu. Dana, je pense que nous devons nous voir en personne, a dit Linda. Il y a des choses dans le dossier de votre mère que je n'ai pas pu vous révéler plus tôt, parce que, très franchement, je n'en ai compris toute l'étendue moi-même qu'il y a 2 jours. Je m'étais assise en face de Linda dans son bureau le lendemain matin. 22 ans de pratique du droit des successions, ses diplômes de 2 grandes écoles accrochés légèrement de travers derrière son bureau. Elle a fait glisser une chemise cartonnée vers moi au lieu d'un amendement testamentaire. Votre mère n'est pas venue à mon bureau ce matin-là pour modifier son testament, a dit Linda. La maison était déjà à vous dans le cadre de la fiducie existante, et ce, depuis 3 ans. Ce qu'elle est venue signer, c'est un addenda sous serment à une plainte pour fraude en cours. Votre mère pensait, et j'ai maintenant de bonnes raisons de croire qu'elle avait raison, que Kyle a imité sa signature sur un prêt hypothécaire rechargeant la propriété de la rue Avril, il y a 8 mois. Mon estomac a séché si vite que j'ai dû poser une main à plat sur le bureau. Un prêt? De combien?
$150 000, a répondu Linda, versé directement sur un compte au nom de Kyle. Je suis restée assise là un long moment, sans respirer, la lumière fluorescente bourdonnant au-dessus de ma tête. La tasse bleue ébréchée de ma mère me traversant stupidement l'esprit sans aucune raison. Elle ne m'avait jamais rien dit. Elle m'avait laissé penser que ce message vocal signifiait qu'elle avait arrangé les choses pour moi. Elle m'avait laissé croire que j'étais la raison pour laquelle elle y était allée ce matin-là. Vous l'étiez, a dit doucement Linda, mais pas de la manière que vous pensiez. Chi. Ne protégez pas la maison pour vous, Dana. Elle vous protégeait pour que vous n'ayez jamais à être celle qui découvrirait cela, et qui devrait décider de ce qu'il fallait faire. Elle voulait que tout soit déjà décidé, déjà enclenché, avant que cela ne vous retombe dessus. Elle ne m'en a rien dit. Elle ne voulait pas que vous portiez ce poids, a dit Linda, faisant écho au message vocal sans le vouloir. Elle me l'a dit presque mot pour mot, plus d'une fois. Elle avait remarqué le prélèvement d'équité sur un relevé en mars, en avait parlé à son banquier, et avait commencé à rassembler silencieusement des documents elle-même, avant d'être trop malade pour continuer, des relevés bancaires. La licence du notaire, de vieilles photos de l'écriture de Kyle à côté de la sienne. Il y en a tout un dossier ici, entièrement de sa main, daté et organisé comme elle organisait tout. Ce matin-là, elle ne finalisait pas un testament. Elle me remettait une déclaration signée identifiant le prêt comme frauduleux, afin qu'il existe sur papier le jour où elle le signalerait, et non après, quand ce ne serait plus que votre parole contre la sienne. Je me suis dit, au début, qu'il devait s'agir d'un malentendu, d'une ligne de crédit hypothécaire que Walter avait configurée des années plus tôt et à laquelle Kyle avait simplement hérité l'accès, quelque chose d'explicable. Je voulais que ce soit explicable. Entre-temps, un groupe de discussion familiale, plutôt calme depuis les obsèques, s'est soudainement rempli de messages de Kyle. Aucun ne m'étant adressé directement, mais tous clairement destinés à ce que je les vois. Certaines personnes ne savent pas faire leur deuil sans transformer ça en procès, et maman méritait mieux qu'une fille incapable de la laisser reposer en paix sans s'en prendre à sa famille pour de l'argent. Tante Colette a envoyé un simple emoji en pleurs sous le deuxième message. J'ai fixé cet emoji plus longtemps que je ne devrais l'admettre, ressentant quelque chose de proche de la honte pour une fraude que je n'avais même pas encore confirmée, avant de me forcer à poser mon téléphone et à me rappeler que je n'avais accusé personne dans ce groupe. Kyle s'était chargé de toutes les accusations à lui seul. 2 semaines plus tard, le cabinet de Linda a assigné le dossier de prêt de la Cascade Trust Bank, et ce qui est revenu n'était pas du tout explicable. La signature de ma mère sur les documents du prêt, daté de 8 mois plus tôt, figurait à côté d'un tampon de notaire d'un cabinet dont Linda n'avait jamais entendu parler. À une date où le propre calendrier de ma mère indiquait qu'elle se trouvait à un rendez-vous de chimiothérapie à 40 minutes de là. Le service de prévention des fraudes de la banque avait lui-même signalé la signature, avant même que nous n'ayons demandé quoi que ce soit. Un contrôle interne de routine avait décelé une divergence dans la pression du stylo et la formation des lettres des semaines avant la mort de ma mère, et un avis de blocage avait été envoyé à une adresse postale qui, s'est-il avéré, n'était pas du tout celle de ma mère. Linda m'a fait parcourir le dossier transmis l'après-midi même, en faisant glisser un rapport d'anomalie imprimé sur son bureau. Quelqu'un a déposé une demande de changement d'adresse pour ce compte de prêt 4 jours après sa création, a-t-elle dit. Chaque relevé et avis de blocage par la suite a été redirigé vers une boîte postale enregistrée sous un autre nom que celui de l'emprunteur figurant au dossier. Ce n'est pas un accident, Dana. C'est quelqu'un qui s'est assuré que la seule personne capable de s'en rendre compte ne verrait jamais un seul papier lui disant de regarder. Au nom de qui était la boîte postale, ai-je demandé, bien que je le susse déjà. Kyle Voss, a répondu Linda. Il a détourné son courrier, ai-je dit à voix haute. À moitié pour Linda, à moitié pour personne,
ma main manquant de stabilité sur le rebord de son bureau. Il a tout combiné pour qu'elle ne voie jamais la moindre notification. J'ai appelé Kyle ce soir-là, une partie stupide et optimiste en moi espérant encore qu'il y aurait une réponse faisant de cela une erreur, au lieu de ce que c'était manifestement. Il a décroché à la deuxième sonnerie, déjà sur la défensive. J'ai entendu dire que tu appelais les banques, a-t-il dit. Kyle, sur quel compte les 150 000 $ ont-ils atterri il y a 8 mois? Un silence. Assez long pour que je me demande si la communication avait coupé. Puis, tu ne sais pas de quoi tu parles. J'ai les relevés de virement. J'ai aussi la boîte postale. Prends un avocat, alors, a-t-il dit, avant de raccrocher. J'ai pris un avocat. En réalité, j'en avais déjà une. La contact de Linda au service des fraudes de la Cascade Trust était une femme nommée Priya Nakamura, 14 ans à la tête de l'unité des enquêtes internes sur les fraudes de la banque, le genre de personne qui s'exprimait avec des phrases platées, mesurées, inspirant 2 fois plus confiance parce qu'il n'y avait aucun artifice en elle. Elle s'est réunie avec Linda et moi dans une salle de réunion sans fenêtre au 9e étage de la banque, un ordinateur portable et une chemise épaisse ouvert devant elle. Une fois l'assignation de votre avocate reçue, nous avons tracé le virement du prêt du début à la fin, a expliqué Priya. 150 000 $ ont été transférés de la ligne de crédit hypothécaire vers un compte au nom de Kyle Voss, puis redistribués en plus petits virements sur environ 5 mois, 11 000 $ par-ci, 8 000 $ par-là. Vers un opérateur de paris sportif en ligne enregistré sous son nom et son adresse e-mail. Nous voyons ce schéma plus souvent qu'on ne le pense. C'est rarement un seul gros vol. C'est généralement quelqu'un qui est déjà sous l'eau et qui tente de combler un trou dont il ne peut pas parler. Un trou de quelle profondeur? Ai-je demandé. Assez profond pour qu'il ait besoin de liquider la maison. Rapidement, a répondu Priya, ce qui explique probablement pourquoi il s'en est pris aux serrures le jour même des obsèques. Si la succession s'éternise, le prêt reste rattaché à une propriété qu'il ne contrôle pas légalement. S'il peut forcer une vente rapide avant que quiconque ne regarde de près, le prêt est soldé, et la fraude n'a jamais besoin de faire surface. Linda a fait appel à un expert en écriture judiciaire, Owen Braddock, 19 ans de métier, le genre d'homme calme et précis qui parlait de pression d'encre et de direction du trait comme d'autres parlent de la météo. Il a comparé la signature du prêt à 6 spécimens vérifiés de l'écriture de ma mère, s'étalant sur une décennie, y compris une carte d'anniversaire que je n'avais pas eu le cœur de jeter, en les disposant côte à côte sous une loupe éclairante dans la salle de réunion de Linda. Tandis que je regardais par-dessus son épaule en m'efforçant de respirer régulièrement. Votre mère avait une accroche très particulière dans son J minuscule, a-t-il dit presque doucement, en tapotant l'exemple. Vous voyez comme il crochette vers la gauche avant la boucle? Cette signature ne crochette pas. Quiconque a écrit cela travaillait de mémoire sur la forme, et non avec la mémoire musculaire de l'avoir écrit des milliers de fois. Son rapport écrit comptait 11 pages et se terminait par une phrase que j'ai lue 4 fois, de l'avis professionnel de cet expert, avec un degré de certitude raisonnable, la signature contestée n'a pas été produite par la même main que les spécimens connus. Je suis resté assise dans ma voiture, dans le parking souterrain de l'immeuble de Linda, pendant près de 20 minutes après avoir lu cette phrase, sans conduire, respirant simplement. J'ai appelé ma collègue Odalie, la seule personne de la clinique à qui j'avais raconté tout cela, et quand elle a décroché, je n'ai pu dire que, il l'a imité. Ils ont prouvé qu'il l'avait imité, avant que ma voix ne me lâche complètement. Elle est restée au téléphone avec moi malgré tout, sans dire grand-chose, me laissant simplement reposer dans le calme, le moteur coupé, jusqu'à ce que je puisse faire assez confiance à mes mains pour conduire. Comme le prêt avait franchi la ligne séparant un litige familial d'une falsification potentielle, la cellule de fraude de Priya a signalé le dossier pour transmission, et une
Détective spécialisée dans la criminalité financière du comté, nommée Marisol Fenn. Forte de 11 ans d'expérience dans les affaires de délinquance en col blanc, m'a appelé pour programmer une déclaration formelle. Je me suis assise en face d'elle dans un immeuble de bureau gris du centre-ville, et j'ai répondu à des questions pendant 90 minutes, quand j'avais entendu le message vocal pour la première fois, quand j'avais vu les documents de près pour la première fois. Si quelqu'un m'avait dicté ce qu'il fallait dire. Elle a tout enregistré, a récupéré le fichier audio original de mon téléphone. Sous une chaîne de traçabilité documentée pour qu'il ne puisse pas être contesté. Ultérieurement comme ayant été altéré, et m'a dit, sur le même ton neutré posé que Priya avait utilisé, que le dossier resterait ouvert en attendant l'issue de la succession, qu'une accusation criminelle pour faux et usage de faux, si l'on en arrivait là, avait un poids réel dans cet état. Et qu'il était courant que ces affaires se règlent par une restitution plutôt que par des poursuites une fois le volet financier résolu, mais que le choix d'insister pour des poursuites appartiendrait en dernier ressort au bureau du procureur, et non à moi. 2 semaines plus tard, une audience d'urgence a été fixée au tribunal des successions devant le juge Everett Sloan, 11 ans de magistrature. Un homme possédant la patience calme et imperturbable de quelqu'un qui avait visiblement assisté à toutes les versions possibles d'une famille se détruisant pour de l'argent. La salle d'audience sentait le nettoyant pour moquette et le vieux papier, et Kyle était assis 2 tables plus loin, dans un costume que je ne lui connaissais pas, sans me regarder une seule fois. Grant Michelson s'est levé le premier, soutenant que le message vocal était irrecevable, que le chagrin avait fait dire à une femme âgée et sous sédative des choses qu'elle ne pensait pas. Que la remarque de ma mère sur les démarches administratives ne prouvait rien quant à une fraude, mais révélait tout d'une famille en désaccord inventant des accusations pour s'emparer d'un bien. Il a demandé au tribunal de rejeter purement et simplement l'allégation de fraude, y voyant une tentative de rejuger un prêt valide par la porte dérobée d'un litige successoral. Linda s'est levée et, sans élever la voix, a informé le juge qu'un rapport d'expert en écriture était déjà en cours de finalisation et serait déposé dans la semaine, accompagné d'une déclaration sous serment de la défunte elle-même, identifiant le prêt comme frauduleux le matin même de sa mort. Le juge Sloan a écouté les 2 parties sans manifester d'expression, et s'est contenté de déclarer, « Maître, une fois ce rapport déposé, je souhaiterais l'examiner avant de statuer sur quoi que ce soit d'autre dans cette affaire. Nous procéderons en conséquence. » Puis il a fixé une audience de suivi 2 semaines plus tard. Ces 2 semaines ont été les pires. Le prêt, s'est-il avéré, n'avait pas été honoré depuis le mois de la mort de ma mère. Kyle avait simplement cessé de payer, pariant avec raison que personne ne s'en rendrait compte assez vite, et le service de gestion de la Cascade Trust, suivant la procédure sans savoir qu'une enquête pour fraude était en cours sur leur propre produit, a envoyé une notification menaçant de forcer la vente de la maison de la rue Avril sous 30 jours pour recouvrir le solde impayé. Je me suis tenu dans la cuisine de ma mère à lire cette lettre, la gorge si serrée que je pouvais à peine avaler, la tasse bleue ébréchée se trouvant toujours près de l'évier, exactement là où elle l'avait laissée. Et pour la première fois dans toute cette épreuve, j'ai compris que je pouvais perdre la maison, non pas parce que Kyle avait un droit légitime sur elle, mais à cause de la fraude elle-même, qui progressait plus vite que le tribunal censé la mettre au jour. J'ai appelé le service client cet après-midi-là et j'ai passé 40 minutes en attente avant qu'un représentant ne me dise, de la voix blasée de quelqu'un qui lit un script, que la vie était une procédure standard dès lors qu'un compte atteignait 90 jours d'impayé. Que le signalement de fraude sur le dossier n'avait pas encore été validé par le contrôle interne, et qu'à moins que le solde ne soit régularisé ou qu'une décision de justice n'intervienne, le dossier suivrait son cours automatiquement. Aucune explication sur le fait que la signature falsifiée de ma mère décédée était à l'origine de cette dette ne faisait avancer ou reculer l'échéance d'un seul jour. J'ai raccroché et je me suis assise sur le sol de la cuisine, le dos contre les placards,
le cœur battant à la fin. Et pendant quelques minutes, je me suis surprise à imaginer simplement tout abandonner, laisser à Kyle la maison, le combat, tout, si cela pouvait faire cesser ce sentiment. Linda m'a fait sortir de cette spirale par téléphone, 20 minutes plus tard. Je sais ce que vous ressentez en ce moment, a-t-elle dit, mais un service de gestion ne connaît ni le nom de votre mère, ni le visage de votre beau-frère. Il ne connaît qu'un tableau Excel. Nous ne combattons pas le tableau Excel. Nous présentons devant la personne qui peut passer outre. Elle a déposé une requête d'urgence l'après-midi même pour suspendre l'action du gestionnaire en attendant les conclusions sur la fraude. Le juge Sloan a accordé un gel de 10 jours. Pas un de plus. 10 jours pour tout rassembler devant moi. D'un coup, m'a dit Linda, la voix plus tendue que je ne l'avais jamais entendue. La confirmation de la banque, le rapport d'expertise, l'addenda sous serment de votre mère, la déclaration d'enregistrement de la détective Fenn. Si nous ne sommes pas prêts lorsque ce gel prendra fin, le gestionnaire poursuivra la procédure, indépendamment de ce que l'affaire de fraude établira. Par la suite. Au 6e jour du gel, une agente immobilière a appelé pour planifier une visite d'évaluation au nom du gestionnaire. Enjouée et totalement inconsciente d'être au milieu d'une affaire de fraude, elle se tenait au milieu du couloir d'entrée de ma mère, et j'ai dû lui expliquer, à 2 reprises, que personne ne visiterait quoi que ce soit tant qu'un juge n'en aurait pas décidé. Autrement. S'excusant, confuse, elle a précisé que la demande provenait du compte figurant au dossier, l'adresse de réexpédition de Kyle, toujours active, acheminant toujours les papiers directement vers lui des semaines après la fermeture supposée de la boîte postale. J'ai appelé Linda dès que j'ai raccroché, la voix mal assurée. Il essaie encore de la vendre, ai-je dit. Même maintenant. Linda n'a pas semblé surprise. Alors assurons-nous que la prochaine chose qui bouge soit son dossier, a-t-elle déclaré. Je n'ai pas beaucoup dormi pendant ces 10 jours. Je ne cessais d'imaginer des hommes en polo gris se tenant à nouveau sur ce perron, cette fois avec un boîtier à clé d'agent immobilier au lieu d'un nouveau jeu de clés, et j'ai gardé la tasse bleue ébréchée dans mon propre placard à la maison après cela, juste au cas où. L'audience de reprise a duré moins d'1 heure, même si elle m'a paru prendre presque une journée entière. Linda a tout présenté, pièce par pièce, l'analyse de signature d'Owen Braddock versée sous la pièce 6, la confirmation écrite de Priya Nakamura de la cellule de fraude de Cascade Trust, traçant les virements vers le compte de Paris Sportif, versé sous la pièce 7. Le procès-verbal de déclaration de la détective Fenn confirmant la chaîne de traçabilité du message vocal original, versé sous la pièce 8, et l'addenda notarié que ma mère avait signé à 8h14 ce dernier matin, établissant un acte clair de sa main au dossier de Linda le jour même de sa mort. Le juge Sloan a lu le rapport d'expertise lentement, ajustant ses lunettes à 2 reprises, puis a levé les yeux, non pas vers Linda, mais directement vers Kyle. Monsieur Voss, votre propre conseil a déposé une requête pour rejeter un message vocal comme non fiable, a-t-il dit. J'aimerais entendre comment vous expliquez la conclusion d'un expert en écriture selon laquelle la signature de votre belle-mère sur un prêt de $150 000 n'a pas été produite par sa main, ainsi qu'un dossier ouvert par une détective de la brigade financière portant votre nom. Le visage de Kyle était devenu gris. À côté de lui, Grant Michelson s'est penché et a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre, et quoi qu'il ait dit. La mâchoire de Kyle s'est crispée avant qu'il ne réponde. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça, a dit Kyle, sa voix déraillant d'une manière que je ne lui avais jamais entendue en 18 ans. Je me noyais. J'avais besoin de 7 argent pour 2 semaines grand maximum, et j'allais le rembourser avant qu'elle ne. Je ne pensais pas qu'elle allait, s'est-il interrompu. Je l'ai imité. J'ai signé son nom. La pièce est devenue très silencieuse. Quelque part derrière moi, j'ai entendu quelqu'un expirer. Parti, ai-je pensé en
le regardant. Le beau-frère que je connaissais depuis mes 11 ans, debout là. Avouant quelques coquins discours sur le « vrai fils » ne pourrait effacer. Parti. Juste comme ça. Grant Michelson, à son honneur, n'a pas tenté de déformer les faits à partir de là. Confronté à une expertise signée et à un dossier de détective ouvert qui pouvait encore être transmis au bureau du procureur la semaine même, il a négocié au lieu de se battre, le remboursement intégral du solde du prêt. Frauduleux selon un échéancier supervisé par le tribunal. Une renonciation immédiate et permanente à toute prétention sur la succession, et un aveu signé. Versé au dossier successoral, le tout en échange de mon accord, sur les instructions transmises à Linda, de ne pas pousser le dossier de la détective Fenn vers des poursuites criminelles pour faux. J'ai pesé cette décision un long moment avant de donner mon accord. Une partie de moi voulait des poursuites, voulait une salle d'audience remplie d'inconnus. Entendant exactement ce qu'il avait fait à une femme mourante. Mais Linda m'a rappelé doucement que la restitution signifiait un retour d'argent dans la succession maintenant, et non dans des années, et que le rapport d'expertise ainsi que ses propres aveux figureraient dans le dossier de toute façon. Preuve suffisante pour quiconque demanderait un jour ce qui s'était passé, sans qu'un procès ne s'étire sur un an. Le juge Sloan a accepté les termes, a validé l'addenda notarié comme pièce maîtresse, et a confirmé que la maison de la rue Avery m'appartenait, libre de toute charge, dans le cadre de la fiducie existante qui m'avait désigné depuis le début. Kyle ne m'a pas regardé en quittant la salle d'audience. Il avait passé toute cette réception à se prétendre le vrai fils, celui qui appartenait légitimement à cette maison. Et en fin de compte, la seule chose qui lui avait réellement appartenu, c'était la falsification. Je suis resté longtemps sur les marches du tribunal après cela, plus longtemps qu'il ne le fallait, à regarder la circulation traverser le passage piéton comme si de rien n'était, comme n'importe quel autre mardi. Linda m'a serré l'épaule. Une fois il m'a dit de rentrer chez moi pour dormir, et pour la première fois depuis des mois, quand je suis revenu dans la rue Avery ce soir-là, je me suis permis de m'asseoir dans la cuisine de ma mère sans consulter un seul email. Tante Colette a appelé la semaine suivant l'audience, la voix plus humble que je ne l'avais jamais entendue, et s'est excusée pour l'émoji en pleurs, pour avoir cru la version des faits qu'il était le plus facile de croire lors d'un enterrement. Je lui ai dit que ce n'était rien. Et c'est globalement le cas. Un an plus tard, Priya Nakamura m'a appelé par courtoisie, plus que par obligation, pour me faire savoir que le service des règlements internes des fraudes de Cascade Trust avait silencieusement absorbé la moitié de ce que Kyle devait encore après la liquidation de ses propres biens. Avait couvert le reste. Et que, dans le cadre du règlement de la banque, il lui était définitivement interdit d'emprunter en utilisant un compte lié au nom de son père. C'est un détail dont je ne pense pas que Kyle sache que j'ai connaissance. Je garde la tasse bleue ébréchée de ma mère près de l'évier désormais, dans ma propre cuisine, et certains matins, je tends encore la main vers le téléphone. Avant de me rappeler qu'il n'y a plus aucun message vocal à écouter. Le « vrai » fils, s'est-il avéré, était en réalité une fille qui n'avait jamais eu besoin de le prouver.